L'équation de la force centripète. C'est possible de calculer la force centripète à l'aide de la masse de l'objet qui décrit la trajectoire circulaire, de sa vitesse et le rayon de sa trajectoire, c'est-à-dire la distance qui sépare le point d'application du mouvement de rotation et l'objet qui tourne. Comme la formule le laisse voir, la force centripète est directement proportionnelle à la masse. On voit qu'ils sont sur le même étage, donc la force centripète est directement proportionnelle à la masse. Et on voit aussi que la force centripète est directement proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, ça veut dire que si je veux doubler la vitesse, qu'est-ce que je vais devoir faire avec la vitesse? Avec la force, bien, il va falloir que j'exerce une force 4 fois plus grande. Par contre, si je double la masse à faire tourner, je vais tout simplement doubler la force à exercer. Aussi, on constate que la force est inversement proportionnelle au rayon, c'est-à-dire que notre force centripète est inversement proportionnelle au rayon, est égal à 1 sur R. Donc, ça veut dire que si le rayon double, la force diminue de moitié et vice-versa. Qu'adviendra-t-il à la force centripète exercée sur un objet si on veut que sa vitesse soit 3 fois plus grande? Comme on vient de le voir dans la formule, la force centripète est proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, si je veux obtenir une vitesse 3 fois plus grande, il va falloir pour ma force qu'elle soit proportionnelle à 3 fois la vitesse, c'est-à-dire à 9 fois la vitesse au carré. La force doit être 9 fois plus grande si je veux que ma vitesse soit 3 fois plus grande. Exemple d'application de la force centripète. Un père fait tourner sa fille de 15 kg autour de lui en la tenant par les mains. Le centre de gravité de la fillette se trouve à 1,15 m du corps du père. À quelle vitesse la fillette tourne-t-elle si le père exerce une tension de 700 newtons? Ici, la tension, c'est la tension de ses bras qui retiennent la fillette. C'est la force qui sert à faire dévier la trajectoire de la fillette. Donc, on a la masse de l'objet qui tourne, c'est-à-dire la fillette, 15 kg. On a le rayon, c'est-à-dire la distance qui sépare la fillette du point de tension, ici son père. On cherche la vitesse et on sait que la force centripète, c'est ici une force de tension et c'est égal à 700 newtons. Donc, tout simplement, on peut appliquer l'équation qu'on vient de voir. La force centripète va être égale à la masse fois la vitesse au carré divisé par le rayon. Donc, on a 700 est égal à 15 fois la vitesse au carré divisé par 1,15. Donc, produit croisé pour isoler la vitesse. On fait le carré de la vitesse. Après ça, on va mettre ça sous la racine. On garde la partie positive, ce qui va nous donner 1,33 mètres par seconde. On entend souvent parler de force centrifuge, mais la force centrifuge, en réalité, ça n'existe pas. Prenez par exemple la rotation du tambour d'une laveuse, qui permet d'essorer le linge. Pourquoi ça permet d'essorer le linge? C'est parce qu'au-delà d'une certaine vitesse, la force centripète n'est plus suffisante à maintenir l'eau dans les vêtements, si bien que, et même est tellement grande que tous les objets tendent à fuir la rotation, mais évidemment, les vêtements sont retenus par le tambour et les trous dans le tambour permettent à l'eau de s'enfuir, donc de fuir le centre. Mais en réalité, c'est tout simplement parce que l'eau continue sa trajectoire en ligne droite au lieu de virer, au lieu de courber, parce que la force centripète n'est plus capable de la maintenir dans un état de mouvement. C'est le même principe pour l'essoreuse à salade. C'est le même principe pour le seau qu'on faisait tourner à la verticale quand on était jeune sur le bord de la plage, puis que l'eau restait dans le seau, même lorsque l'eau était à l'envers. C'est le même principe que ça, et il y en a bien d'autres. On en verra d'autres en classe.